Bonjour à tous, vous m'entendez bien. Merci d'être là aujourd'hui, j'espère que vous avez pris un peu de café, que vous êtes prêts. On va vous parler de Silus, on va vous parler aussi pas mal de choses. Maxime et moi avons décidé de proposer un talk au forum il y a quelques mois grâce à une amie qui nous a convaincus. Ça fait 6 mois à peu près qu'on se bat sur la solution. On a fait même des hackathons en interne qui ont duré toute la nuit, donc ça c'est Maxime, en train de bosser avec son papier crayon. On va vous parler de chocolat, on va vous parler de e-commerce, on va évidemment parler de Silus. Donc Silus, quelques chocolats plus tard. Je vous présente Maxime, qui est du coup lead développeur chez Monsieur Biz et qui galère à peu près tous les jours à cause de moi, puisque j'ai fondé Monsieur Biz il y a 5 ans. Dans un seul but, c'est de faire de la qualité et du e-commerce, du e-commerce de qualité. Et du coup, j'ai fait du Magento. Vous m'entendez? C'est bon. Donc, tu parles de qualité, tu mets un logo de Magento. Magento 1, pourquoi pas, mais avec Magento 2, permets-moi d'avoir quelques doutes. Non, je vous rassure bien, on ne vous a pas piégé dans cette salle. On va bien vous parler de Silus. Donc, Silus, tout a commencé en 2010 avec une petite entreprise polonaise qui voulait vendre des cosmétiques françaises. Ils ont fait appel à un membre de leur famille pour créer leur e-commerce. Cette personne s'appelle Pavel. Je ne vous lirai pas son nom parce que je ne sais pas lire le polonais. Mais c'est lui qui s'est occupé de créer la boutique. Et dans sa tête, l'idée est claire à ce moment-là. Il veut partir sur une plateforme open source et repartir de zéro aussi. Repartir de zéro, pourquoi? Tout simplement pour apprendre les problématiques du métier. Bien qu'en 2010, il y avait déjà des frameworks e-commerce, mais lui voulait apprendre les problématiques métiers de zéro. Malheureusement, la vente de produits cosmétiques ne va pas durer longtemps, mais Pavel va garder son code bien au chaud et aussi le nom de Silus pour l'année suivante refondre tout ce qu'il a fait en Symfony. À partir de ce moment-là, il va partager ce qu'il a fait en petits composants et en publiant ces composants, une communauté de dev va commencer à se former autour de Silus. 2 ans après, en 2013, ça va être une année charnière pour Silus, étant donné que ça va vraiment être le début du développement de la plateforme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça va aussi amener la communauté à un niveau supérieur et ça va donner un nouvel élan à cette communauté. En 2014, un an après, va se poser la question du financement. Silus va décider de cofonder une agence web afin de pouvoir financer en parallèle le développement de la plateforme. 2016 va être la présentation de la bêta. Bêta ne veut pas dire qu'on a un outil inutilisable, hein. Il y a des e-commerce qui sont sortis avec cette version, mais on va surtout avoir un e-commerce avec des produits, des commandes, des clients, etc. Un an plus tard, le 14 septembre, est annoncé le petit bébé, enfin le beau bébé, Silus 1.0. À partir de ce moment-là, ce bébé il va grandir très rapidement parce qu'en quelques mois après, en février, on va avoir un upgrade de la plateforme vers Symfony 3.4. Et quelques mois après, vous vous doutez bien que cet upgrade, c'est pour arriver à Symfony 4, mois de juin avec la version 1.2. Je parle bien de support, donc vous allez pouvoir créer vos applis avec Symfony 4, mais dans le corps de Silus, on va avoir des composants qui auront toujours l'ancienne architecture de fichiers. À ce moment-là, il n'y a pas encore Flex. Flex est arrivé début de ce mois-ci avec la version 1.3. Pareil, c'est du support, donc vous allez pouvoir utiliser Symfony Flex dans le développement de vos applications. Aujourd'hui, Silus, c'est vraiment une solution qui s'est implantée dans le paysage du e-commerce. Un bon exemple, c'est les stats sur GitHub. Actuellement, Silus, c'est environ 500 contributeurs et 1600 utilisateurs sur le Slack qui a été ouvert l'année dernière. Au début, c'était beaucoup les équipes de Silus qui répondaient quand il y avait des questions. Maintenant qu'on est beaucoup, qu'il y a une communauté, la communauté arrive à s'entraider énormément.
Mais du coup, Maxime, tu es en train de me parler de Silus, mais au final, Silus, c'est tout jeune, ça fait rien. C'est ça que je comprends. Tu me parles d'une bêta qui fait à peine un site e-commerce. Du coup, pourquoi on ne comparerait pas? Parce que dans Magento, je suis désolé, je vais en parler. Il y a les widgets, il y a du CMS qui est fou, qui est énorme, on peut faire énormément de choses. Et ça, Silus, il n'y a pas. On a une admin qui est extrêmement complète dans Magento. On est capable de faire des grids avec une facilité déconcertante, d'avoir une configuration à plusieurs niveaux, d'avoir une gestion de tout type de contenu. Mais il n'y a pas ça dans Silus. Et puis, on a des promotions, on peut aller très très loin dans les promotions pour faire des choses un peu farfelues. Mais c'est pareil, j'ai pas vu ça moi dans Silus. T'es gentil, mais... Et puis, il y a une gestion extrêmement flexible des prix sur Symfony. Alors ça, c'est le price.html, c'est le fichier qu'on ne veut pas modifier quand on fait du Magento, parce qu'on ne comprend rien de ce qui se passe. Il faut y passer quelques heures et on y arrive quand même. Mais voilà. Mais du coup, ça donne quand même une flexibilité. On a tous les types de prix, parce que dans Silus, si je ne dis pas de bêtises, on ne peut même pas encore faire de prix barré. Bon, on y arrive, mais ce n'est pas natif. Et puis, sur Magento, tu as un catalogue qui est extrêmement souple. Tu as une gestion déjà des attributs, une gestion des attributs. Enfin, ok, c'est peut-être pas la solution la mieux codée du monde, mais c'est quand même le petit bonheur. Du coup, t'en dis quoi? Alors, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord, mais justement, est-ce que, je vais poser la question à l'envers, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça, déjà? Certes, on va avoir un admin très complet, des gestions de contenu très poussées, des promos, etc. Mais justement, cette complexité va amener une courbe d'apprentissage qui va être mortelle. Celle de Magento 2, surtout. Ça va être très compliqué aux devs de maîtriser l'outil Magento 2 et ça va également être complexe pour les équipes métiers, côté marchand, d'appréhender toutes les configurations et les interfaces disponibles. Est-ce que justement là on n'est pas dans un comble du trop où on a tellement de choses, pour la petite anecdote c'est déjà arrivé, que des devs redéveloppent une fonctionnalité qui était native dans Magento parce qu'ils ne savaient pas qu'elle existait de base. Donc moi j'ai envie de dire, moins de fonctionnalités, c'est du pur bonheur. La philosophie de Silus, c'est de répondre à 80% des besoins e-commerce simplement avec un socle sain et des bundles qui vont concerner uniquement le e-commerce. Pour l'histoire, Silus avait commencé à faire, tu me parlais de contenu CMS, ils avaient commencé à faire un bundle pour le CMS, mais ils l'ont vite retiré, ils se sont dit non, 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 là on sort du scope e-commerce et on va le retirer. Avec Silus, on va avoir aussi tout l'environnement Symfony, donc s'il va manquer des fonctionnalités, on va pouvoir faire appel au bundle de Symfony. Et avec Silus, on a la particularité aussi d'avoir ce qui s'appelle des plugins. Donc des plugins, ça va contenir des fonctionnalités Symfony, mais aussi des fonctionnalités Silus, car Silus a ajouté une surcouche sur certains composants. Alors qu'à côté, le bundle, c'est vraiment du Symfony pur. Avec Symfony, on va aussi avoir les templates Twig, Doctrine, les fixtures, les formulaires, les contrôleurs, le routing, etc. Tout un tas d'éléments qu'on aura à notre disposition pour faire évoluer notre application. Cette simplicité, elle va aussi apporter une base de données super clean. Pour ceux qui font du Magento ou qui ont fait, j'en connais certains dans la salle, Bye Bye le AV, les index, les tables flat et toute cette lourdeur avec les attributs. Silus a aussi une idée qui peut paraître bête mais qui est très intelligente, c'est de considérer les commandes comme les paniers comme des commandes qui auront juste un statut de panier. Ça va éviter par exemple, comme on a sur Magento, d'avoir des tables en double. Sur Magento, on a des tables pour les paniers et pour les orders, alors que dans Silus, on n'a qu'une seule entité et c'est le statut qui va changer. En plus de ça, depuis ce mois-ci, on a Symfony Flex, donc installation de plugins vraiment plus facile par rapport à avant, où avant on avait des fichiers à copier, des migrations à jouer, etc. Là, avec les recettes de Symfony Flex, ça va se faire automatiquement. Silus va proposer également un framework CSS. Donc ce framework, il est utilisé en front sur le thème de base et aussi dans l'admin. Donc ce qui est cool, ça nous permet d'avoir un admin qui est responsive, des beaux boutons, des beaux messages, etc. Donc pour l'admin, c'est sympa parce qu'on peut faire des interfaces hyper facilement avec quelques classes. Après, pour le front, c'est compliqué d'utiliser ça, de customiser ça vraiment à 100%.
Pour les traductions, Silus utilise la plateforme Crowdin, qui est une plateforme collaborative où on va avoir les traductions en anglais. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur cette plateforme et aider Silus à améliorer ses traductions, ajouter des traductions manquantes, etc. Dans ce framework, on va aussi avoir beaucoup de tests. Chez Silus, ils travaillent en TDD, donc en Test Driven Development. Ils commencent par les tests. Ils vont aussi avoir du BIAT pour tout ce qui est comportemental. Et on va avoir des tests unitaires grâce à PHP Spec pardon, et PHP Unit. Donc tout ça, ça nous amène sur une architecture qui est super réfléchie. Vous pouvez voir sur la couche du bas, on a les composants. Donc les composants, c'est la couche basse, c'est des petites librairies PHP qui ne sont pas du tout connectées entre eux. Si jamais vous avez besoin de certains d'entre eux sans pour autant installer tout le framework, vous pouvez très bien les prendre. Ensuite, on va avoir les bundles qui sont le pont entre les composants, et on va aussi avoir la couche Symfony dedans. Donc on va avoir tout ce qui est forme, routine, contrôleur, etc. La couche supérieure, c'est le core, c'est ce qu'on appelle aussi la plateforme, et cette plateforme va intégrer les bundles entre eux. Cette plateforme va être appelée, elle va avoir trois entités qui vont communiquer avec. On va avoir l'admin, le shop, donc le front, et l'API. L'API, pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est de l'API admin. Silus est en train de développer une API globale front et back pour, dans un plus long terme, amener à des PWA, etc. Mais pour le moment, on est sur cette architecture-là. Si vous voulez, vous pouvez très bien retirer un des trois, les deux, ou même les trois composants si vous n'en avez pas besoin. Du coup, tu en penses quoi, Jack, de tout ce que je viens de te présenter ? Je trouve que c'est très intéressant parce que tu amènes beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans les solutions e-commerce actuelles. Et puis surtout, le monde de Symfony, moi, ça me plaît beaucoup. Et du coup, on a discuté en interne de tout ça et on a décidé de faire la transition. On en a parlé il y a 1 an, on en a reparlé après 2 mois plus tard et ainsi de suite. Et il y a un peu plus 6 à 7 mois, on a décidé de sauter le pas et d'aller sur Silus réellement. Alors on fait encore du Magento parce qu'on mange grâce à ça. Mais voilà. Du coup, une transition, le problème, c'est que c'est pas évident. On passe pas d'une solution de Magento vers Silus en claquant des doigts. Il y a énormément de contraintes. On passe de systèmes sacrément complexes à un système qui est beaucoup plus simple, mais qu'on ne connaît pas. Et du coup, on a quand même décidé de faire ce changement parce que... J'ai un trou. Oui, c'est vrai. On n'aime pas Magento 2. Voilà. Ça résume bien. En gros, donc on a Magento 1, on adore, ça fait des années qu'on est dessus, on en fait depuis longtemps, on arrive à avoir des shops qui sont extrêmement performants, mais Magento 2, c'est pas la même chose. C'est le capharnaüm des technologies, et en front, en back, il y a des choses différentes, etc. C'est horrible. Du coup, tout simplement, on décide d'améliorer notre train de vie et d'arriver au boulot en se disant, on est content, on va faire du Silus. On a décidé donc de faire ça il y a à peu près 6 mois, avec un client nantais. C'est là qu'on va parler un peu de chocolat. Ce client, c'est Vincent Garlet. C'est une chocolaterie nantaise qui a 3-4 boutiques. Il y en a une autre qui va arriver, il ne faut pas le dire. Et ils ont également, en fait, c'est un gros laboratoire qui va fournir des choses extrêmement délicieuses à toutes les petites boutiques qui vendent les produits. Voilà, on l'a vécu extrêmement bien, on ne regrette pas du tout, ça a été quand même assez difficile au final de faire cette migration, tout simplement parce que l'équipe n'est pas forcément formée sur Symfony, l'équipe n'est pas du tout sur Silus à ce moment-là, il y a énormément de choses qu'on a dû découvrir par nous-mêmes, on a fait beaucoup d'erreurs, les documentations par chance sont bien faites, on va en parler un petit peu après. On a surtout la doc Symfony qui est sacrément bien fichue, qui est maintenue. Symfony évolue beaucoup. Bref, en gros, on se base beaucoup sur Symfony. C'est cool, trop bien. On a amélioré beaucoup notre confort. C'est une transition qui se fait aussi. On s'est dit, tant qu'à faire, on va casser. Donc, quitte à casser, autant casser large. On a tout repensé. On a repensé complètement avec des discussions, des débats sur comment on va faire nos pull requests, est-ce qu'on change la manière dont on les fait déjà, est-ce qu'on change les labels, est-ce qu'on refait ça, est-ce qu'on va, qui on assigne, comment on assigne, parce qu'avant on s'en sortait, on arrivait à faire exactement ce qu'on voulait faire, mais on s'est dit au final il y a peut-être des choses à améliorer, alors tant qu'à faire, quitte à casser, autant casser vraiment. Du coup on a tout revu.
On a revu complètement la manière dont on gérait, notre workflow. On a fait ça d'une manière très simple. On s'est dit, OK, on va rester efficace, on va faire du KISS. On ne va pas se prendre la tête. On a une solution, on doit aller là, et on va y aller step by step. Donc KISS, Keep It Simple Stupid. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y réfléchir beaucoup. Et on a démarré ce premier projet qui est Vincent Garlet. Donc ce projet, les problématiques pour résumer, on revient de loin, on revient d'un Magento 1 avec beaucoup de custom qui a navigué d'agence en agence au fil des années, dont certaines qui ne connaissaient pas du tout Magento, donc on s'est retrouvé avec des requêtes SQL dans des templates, des loads. Enfin, mes yeux ont saigné plusieurs fois en travaillant sur ce projet en maintenance. Et on va aussi avoir une dette technique qui est tellement conséquente que les chiffrages étaient assez complexes à faire parce qu'on avait peur qu'il y ait un truc merdique qu'on n'avait pas vu qui nous pète à la tronche. Donc on a tout pété et on est passé sous Silius. Autre problématique, c'est les modes de livraison. Vous vous doutez bien qu'un chocolatier qui fait aussi de la pâtisserie ne va pas pouvoir livrer tous les produits à domicile. Sinon, votre tarte à la crème, je pense, elle aura une drôle de tête en arrivant chez vous, surtout avec un livreur comme ça. Donc, on va avoir besoin de choisir des modes de livraison disponibles par produit. Donc, globalement, on va avoir la livraison, le retrait en boutique, pardon, la livraison en coursier, la livraison à domicile. Et petite particularité en plus, c'est que le client a le choix de sa date de retrait ou de sa date de livraison. On a eu aussi le mode de paiement à implémenter, étant donné que Vincent Garlet utilise SystemP pour leur paiement. L'avantage de Silius, c'est que la plateforme va proposer une bonne douzaine de modes de paiement, dont Stripe, Molly, etc. Et on va aussi avoir la librairie Payum qui va être proposée, qui vous permet d'intégrer une cinquantaine de modes de paiement. Pour nous, manque de bol, elle n'est pas proposée, du coup, on a dû passer par du dev spécifique pour cette partie-là. C'était aussi l'occasion pour nous de faire notre premier design sous Silius. Donc, les problématiques sont présentées. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire, j'ai envie de dire. Du coup, la mise en place de tout ça a été faite en partie grâce à Docker. On utilise Docker depuis un bon moment maintenant, on commence à masteriser bien le truc, mais Silius à l'époque n'était pas compatible avec Docker, il n'y avait pas tout l'univers autour. Alors ça a été rajouté par nos amis des Tilleuls, qui sont certainement dans la salle, avec l'aide de la communauté il y a quelques semaines, sur le fameux Silius Standard, qui est donc l'application Silius, à côté du framework. On a rajouté à tout ça, de notre côté, énormément de... On a refait, en fait, parce qu'on n'est pas parti de ce qui n'existait pas, on est parti de quelque chose qu'on a créé. On a créé tous les containers dont on avait besoin et surtout, on les a améliorés. Parce qu'on a amélioré tout ça parce qu'on a un workflow et on a des machines qui sont différentes partout. C'est un peu l'intérêt de Docker, c'est d'uniformiser tout ça. On a aussi profité de tout ça pour améliorer énormément un outil qu'on a créé qui s'appelle Fortress, qui est une sorte de Heroku-like. Alors pour ceux qui connaissent Heroku, c'est très pratique, mais ça se coupe un moment au milieu de la journée. Du coup, là, c'est 24 heures sur 24, ça marche bien. Ça nous permet de déployer en une ligne de commande un nouvel environnement complet avec le SSL et tout ce qui va bien sur un serveur distant. L'intérêt aussi avec Silius, c'est qu'on a énormément de choses qui vont pouvoir se faire de manière automatique et c'est grâce à Docker qu'on a réussi à faire ça. On a notamment un style guide qu'on utilise en interne. On a considéré que Semantic UI en front, c'était pas génial pour faire exactement ce qu'on voulait faire, puisqu'on a des designs qui sont poussés et qui nous obligent à aller sur des trucs un peu farfelus. Du coup, notre intégrateur en interne, Guirec, a décidé de se faire plaisir. On était tous en train de se faire plaisir en dev, lui il s'est dit moi aussi j'ai envie, donc du coup il a redéveloppé un framework CSS. Alors le truc c'est qu'il l'a fait bien, enfin nous on trouve qu'il l'a fait bien. Il a fait quelque chose qui est extrêmement pratique, qui nous permet de manipuler parfaitement le design avec une facilité déconcertante. Donc ça ressemble à ça, c'est basé sur Hologram qui est un outil en Node.js si je ne dis pas de bêtises. Et
il a profité du coup de cette simplicité pour en même temps nous donner une interface qui était extrêmement sympa et qui nous a permis au fil des jours d'intégrer très rapidement la solution. On a intégré le design de Vincent Garlet en 6 jours à peu près, sachant que c'est un e-commerce complet. Alors ça a été intégré, je vais trop vite parce qu'en réalité Guirec a passé quelques semaines à préparer aussi ce style guide, à faire les choses bien puisqu'on reprenait tout, donc du coup on en a profité. Et lui a décidé de nous simplifier la vie et c'est grâce à ça qu'on a pu intégrer le projet en 6 jours. À côté de ça, il y a beaucoup de choses, du coup, il y a Hologram, il y a Docker, on a plein d'outils. On a créé des makefiles. Les makefiles qui vont nous permettre de manipuler notre application de manière assez efficace. Donc on voit qu'il y a pas mal d'includes à la fin, en bas de cette slide. On a la gestion de Fortress qui est mise en haut. On a par exemple ici, on a 2 targets qui sont l'installation, donc qui fait pas mal de choses, et l'upgrade de l'infra. Ça nous donne ça quand on lance tout. Là, il y a la moitié à peu près des commandes qui sont disponibles. On a des commandes pour tout, en gros. Sur certains projets, on est même, alors ça me fait penser à Magento 2, on était même allé jusqu'à créer une target qui s'appelait Rescue, parce que ça ne marchait pas. Du coup, ça remettait tout à zéro. Bon, on ne l'a pas sur Silus, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que ça marche. En parlant de quelque chose qui marche, on a évidemment les tests. Silus, Maxime en a parlé tout à l'heure, contient énormément de tests. Donc de notre côté, on a commencé à remettre ça en place. Mais comme on a cassé l'infrastructure un petit peu, on a utilisé Docker alors que ce n'était pas natif à ce moment-là. On a eu un petit problème pour le faire tourner correctement. Et du coup, on a amélioré les choses au fil de l'eau. Et finalement, on est tombé sur un Travis CI.yaml qui est extrêmement simple. Extrêmement simple parce qu'on s'est dit on a make, du coup autant l'utiliser jusqu'au bout et pousser le truc vraiment au maximum. Donc on a ici un makefile qui est basique. Ça nous permet évidemment de valider que tout ce qu'on fait passe, d'être certain qu'on n'a pas de problème de régression, etc. Alors celui-là c'est un build qui est assez, qui est quand il y a 7 jours mais il n'a pas été pris, qui est rapide. On a profité de tout ça pour aussi casser complètement notre workflow sur GitHub. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc on a utilisé GitHub à fond parce qu'on était déjà sur GitHub depuis un bon moment et ça nous a permis de revoir parfaitement ça. On a revu tous nos labels, tous les labels qui sont du coup maintenant adaptés parfaitement au workflow des issues et au workflow des pull requests. L'utilisation à fond de la partie Markdown, utilisation d'une documentation. On voit qu'il y a DevDocs et Docs, qui sont 2 documentations qui utilisent une librairie JavaScript dont je ne me souviens plus du nom. On a utilisé à fond, puisque depuis ça va peut-être faire 1 an maintenant, GitHub propose les projects, et donc on a utilisé la méthodologie Kanban, qui est une méthodologie agile, pour justement passer nos différentes tâches et nos différents tickets de gauche à droite. Voilà. On est très ouvert, on a beaucoup, c'est une indépendance énorme des développeurs, du coup chacun va créer son projet de la manière, on en discute un peu et c'est extrêmement souple. Donc vous vous doutez bien que durant la mise en place de tous ces éléments, comme tous les projets web et tous les projets en général, on n'est pas sur une autoroute en ligne droite et la route super plate. Non, on va avoir des bosses, des nids de poules, des virages, des freinages, des accélérations. Donc on a eu pas mal de couacs. On parlait de la doc tout à l'heure. Donc la doc, on en a vraiment pas mal. Okay. On en a vraiment pas mal, elle est très complète. Silus essaye de la mettre à jour le mieux possible, mais il y a certaines choses qui tardent un peu. La communauté remonte les infos le plus rapidement possible, mais c'est déjà arrivé qu'on commence à faire une feature en suivant la doc et on s'est rendu compte après que c'était pas à jour et on a dû faire par nous-mêmes. Autre couac, le budget. Le budget, pourquoi? Parce que il a fallu, les équipes ont dû prendre en main Silus, mais aussi Symfony. La courbe d'apprentissage est rapide, comparée à celle qu'on a pu vous montrer sur Magento 2, mais ce coût d'apprentissage est très complexe à absorber en un seul projet. C'est bête à dire, mais venant de Magento, on avait du fonctionnel sous la main et je vous avoue qu'on avait l'habitude de se dire « Ah ok, bah ça se fait tout seul, ça se fait tout seul ». Donc avoir du fonctionnel en moins, c'est bien,
Mais des fois, ça peut être un peu bloquant. Bon, après, c'est juste une habitude à prendre. C'est à nous de se faire aussi notre liste de bundles et de plugins disponibles et qu'on peut réutiliser. On a eu aussi des bugs bêtes. Ça m'est arrivé de bloquer plusieurs heures. Je me suis pris la tête sur un truc bête. J'avais une entité qui était déclarée en YAML et je voulais surcharger dans le même bundle une entité avec des annotations. Et du coup, je me tapais une erreur dans la console, je ne comprenais pas trop pourquoi. Donc j'ai fouillé dans le corps de Symfony, enfin dans le code de Symfony, pardon. Et après, j'ai tout de suite compris qu'on ne peut pas avoir les différents types de déclaration doctrine dans le même bundle. Donc tous ces couacs, vous vous doutez bien, ça ne nous a pas bloqué, on a essayé de trouver les meilleures solutions possibles. Des solutions qui ont été la remise à plat des problématiques métiers. Alors on a parlé qu'on a tout remis à plat, nous, en interne de notre côté, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas à plat aussi chez le client? Tant qu'à faire, une chocolaterie, ça, surtout le gros laboratoire qui produit, si demain vous devez produire 600 éclairs au chocolat, ça peut changer le planning. Du coup, c'est très important pour les pâtissiers d'avoir une liste des ingrédients, la liste des quantités de matières premières, combien ils doivent faire d'éclairs au chocolat et de tartes au citron et de tartes à la crème, comme le disait Maxime tout à l'heure. Cette remise à plat a été avec une discussion énorme avec le client. On change de techno, on va pouvoir faire des interfaces qui sont beaucoup plus adaptées. Et ça aussi, on a galéré, mine de rien, parce qu'on s'est amusé avec Semantic UI en back-office de Silus et ça a posé quelques problèmes. Mais on y est arrivé. On s'est basé sur le natif. On fonctionnait déjà de la même manière sur Magento, mais comme on sauve beaucoup de projets sur Magento, au final, le natif, il n'est jamais respecté. Du coup, on s'est dit, là, on est enfin sur des projets qu'on va créer vraiment de zéro et sur lesquels on va pouvoir faire les choses propres. Et on a basé tous nos développements pour essayer de modifier le moins possible, de faire le moins de bundles possible. Grâce à Symfony, les fixtures, pour ceux qui en font, vous connaissez, c'est extrêmement pratique. Alors sur Magento, il faut rêver, on n'en a pas. Du coup, on a profité de cette nouvelle solution e-commerce pour rajouter énormément de fixtures. On va rajouter toute notre typologie de produits. On va aller jusqu'à rajouter des ingrédients dans nos listes pour les pâtissiers et ce genre de choses. On a poussé le sujet vraiment à son maximum parce que je vous parlais de Fortress tout à l'heure. Et quand vous montez un environnement en 30 secondes et que vous avez un environnement qui est complet, qui contient toutes les images, qui contient tous les produits, toutes les différentes choses que vous avez faites, à jour par rapport à votre branche, c'est quand même extrêmement pratique. Et ça permet aux clients de tester toujours avec le même jeu de données. On a profité de ce fameux style guide fait par Guirec pour améliorer aussi, nous, de notre côté, notre manière d'intégrer. Et puis du coup, on s'est aussi amusé avec Twig. On avait fait en sorte que Guirec ne touche pas à Twig pour essayer de gagner du temps. Parce qu'un apprentissage, il connaissait déjà Twig, mais sur Silus, il y a beaucoup d'éléments qui diffèrent par rapport à ce que moi je considère comme un Twig standard relativement simple. On a beaucoup d'appels de contrôleurs, alors des sous-process, je ne sais plus comment on appelle ça, qui nous permettent d'avoir des éléments qui apparaissent dans nos pages. Ça, Guirec, on a préféré dire tout simplement, tu t'en occupes pas, et nous, on va s'en occuper après. Et ça nous a pris très peu de temps. Du coup, le style guide avec Twig, pour nous, ça a été que du bonheur. On a fait des développements spécifiques, évidemment. Un chocolatier, c'est quand même assez particulier. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse beaucoup de e-commerce. Du coup, tous ces devs spécifiques ont été faits dans la partie app, puisqu'on est sur du développement de métier. Mais on a quand même essayé de faire un maximum de bundles et de plugins. Comme disait Maxime, les plugins et les bundles sont un peu différents sur Silus. On a fait un maximum de choses pour essayer demain de pouvoir les proposer à la communauté et de faire de l'open source. Donc pour conclure, voilà, on vous a fait une présentation générale de l'outil. Si je devais le résumer en quelques mots, Silus, c'est vraiment une solution qui est agréable. Elle va être agréable d'un côté pour les développeurs, parce que déjà on a du Symfony et c'est hyper cool de développer sur du Symfony. Et ça va être aussi chouette pour les équipes côté métier. Ils vont avoir des interfaces plus simples que Magento et on va vraiment pouvoir mettre les petits spécifiques dont ils ont besoin assez facilement. L'avantage, c'est que les équipes de Silus restent très
très pragmatiques, comme je disais tout à l'heure. Ils ne veulent pas ajouter des fioritures dans leur framework, ils veulent vraiment se concentrer sur le e-commerce. Ils vont laisser la communauté proposer ces plugins et ces bundles pour pouvoir personnaliser la solution. On a vu aussi que c'était une solution qui évoluait très rapidement. En un an, ils sont passés à Symfony 4 et Symfony Flex. Ce qui va être, on en revient sur le côté agréable. Ce qui est très agréable également, c'est que Silus adore sa communauté, la bichonne, l'écoute beaucoup. On va pouvoir proposer des features, ils vont réfléchir. Est-ce que c'est des problématiques e-commerce? Est-ce que ça doit être un plugin à part? Du coup, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux et de faire aussi des contributions sur Silus. Ils sont très réactifs dès qu'on fait une PR pour les reviews. Ils vont être dans la discussion. Le but, ça va être de merger le correctif ou la feature assez rapidement. Pas comme certaines PR que j'ai pu faire avec Magento 2, où il faut aller dans la confrontation pour justifier que notre correctif est bon. Des fois, j'ai dû y aller corps et âme, j'ai perdu plusieurs litres de sang, mais ma PR Magento 2 est émergée. Donc, n'hésitez pas à contribuer, vous aussi, à Silus. Installez-vous un Silus chez vous, regardez un peu tout ce que ça fait en front, en admin, et n'hésitez pas à proposer des features ou à corriger les bugs que vous pouvez constater. Et rejoignez la communauté, on est de plus en plus nombreux, donc on sera plaisir de vous accueillir dans cette communauté. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter notre retour d'expérience sur la mise en place de ce projet. Mais je crois qu'on a quand même une surprise avant la fin. Oui, et en plus, on a été plus rapide que prévu. Du coup, c'est bien, vous allez avoir une grande pause, donc c'est une surprise supplémentaire. On a des chocolats à vous donner. Alors, on ne s'est pas ramené avec, vous devez être 150 dans la salle, un peu plus. On n'a pas 150 petits éclairs au chocolat à donner. Du coup, on a un petit code promo à utiliser sur vincentgarlet.com. On a réussi à avoir que 10%, mais c'est déjà pas mal. Jusqu'au 31 décembre, donc faites vos courses de Noël, allez-y. Ceux qui sont dans la région nantaise, profitez-en. Voilà, Garlet Love Silus sur un site Magento, c'est un peu rigolo. Pour l'info, là, le site il est encore sur Magento. La refonte Silus va arriver en janvier. Oui. Ils attendent la fin des fêtes de fin d'année, qui est vraiment une grosse période pour eux. Donc on a un code Silus sur du Magento, donc c'est un peu original. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'il y a 2 mugs à gagner pour les 2 meilleures questions, des mugs Silus bien sûr, et après je vous proposerai, j'ai plein de stickers et de différents stylos dans tout genre, pour ceux qui en veulent. Il suffira de me catcher dans la salle ou après. Certains ont des questions ? Merci pour le talk. Est-ce que Silus a planifié des LTS? Parce que j'avoue que j'ai pas du tout suivi le cycle de release. À quoi? Des LTS, c'est-à-dire qu'une version qui va être supportée sur le long terme, à savoir bug fix sécurité ou bug fix tout court. C'est une bonne question, ouais. C'est une très bonne question, ouais. Je crois pas à l'heure actuelle. Par contre, ils font extrêmement attention à pas tout casser. La transition se fait, je le disais, nous on l'a fait smooth pour nous, mais eux ils la font smooth aussi. Ils sont pour le moment, ils restent sur des versions qui sont, ils vont pas casser. A priori, ils casseront pas avant la version 2, et je pense que la version 2 va arriver dans quelques années. Je sais que quand on fait des PR, eux, ils mergent sur leur branche master et après ils viennent répéter les différentes PR, enfin la PR sur les différentes versions. Donc je pense qu'ils doivent peut-être adapter le code en fonction pour que ce soit compatible sur toutes les versions. Ok, donc pas forcément. Pour le moment, il n'y a pas de date. Pas forcément de LTS, mais une compatibilité assurée, et ils font en sorte de ne pas tout casser. Là j'ai eu un exemple sur le Slack, il y a quelqu'un qui demandait justement, je suis en Silus bêta, pour le coup, j'aimerais bien passer en Silus 1.3, donc pour lui, il y a quelqu'un sur le Slack qui lui a répondu, moi je l'ai fait d'une traite et c'est passé nickel. Donc on est sur du Semver sur les versions mineures, c'est ça? Enfin, ouais. Ok, merci. Bonjour. Alors, si j'étais un développeur qui fait du Magento 2 par exemple et que j'avais envie de tester Silus, qu'est-ce que ce seraient les arguments que j'aurais à donner à mon chef de projet ou mon avant-vente pour essayer de commencer à faire un premier projet Silus? Tu veux faire un peu de fun?
Tu veux garder tes salariés? Voilà. Et c'est vrai que nous, ça a énormément l'équipe, enfin je l'ai vu en prenant du recul, l'équipe a pris beaucoup de plaisir, à tel point que sur nos plannings, quand un développeur arrivait et se disait je vais faire du Magento, il était un peu tout patraque, tout déçu, et puis il savait qu'il allait faire du Silus, il était super journée. Voilà, bon hélas, il y avait de tout, donc du coup, voilà. Mais je pense que ça redonne une envie à des développeurs d'enfin faire du PHP et pas de faire que du XML. Du coup, c'est assez agréable. En fait, là, pour la transition sur le Silus me fait... Enfin, je me rends compte que je fais vraiment du PHP. Alors qu'avec Magento, j'ai pas l'impression de faire du PHP, en fait. Je sais pas si c'est compréhensible, mais c'est une impression. Merci. J'ai une deuxième question. Je ne vais pas trop monopoliser le micro. Du coup, quel était le plus gros problème que vous avez trouvé pendant la migration? C'est-à-dire? S'il y en avait un seul, une difficulté, en fait, quelle était la plus grosse difficulté pour vous? Bah, pour moi, c'est vraiment les modes de livraison, parce qu'on a beaucoup de spécifiques. Ça va toucher à tout, ça va toucher à la configuration produit, au checkout, aux commandes. La date de livraison, il faut aussi l'impacter sur les commandes, les factures, les interfaces aussi, parce qu'ils ont des interfaces avec les listes de commandes à préparer. C'est vraiment une des grosses parties du projet. Merci. Et en même temps, si on comparait un peu, on est sur quelque chose qui est relativement simple à modifier, et ça, c'est plutôt agréable. Donc, ça a pris beaucoup de temps, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a revu le métier, mais au final, on s'en est bien sorti. C'est simple à faire, mais ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'autres questions? Oui, il y en a beaucoup. Merci pour le talk. Tu m'avais déjà montré Fortress une fois. Tu en as reparlé dans le talk. Est-ce que c'est prévu de le mettre en open source ou pas? C'est une très bonne question. Je te déteste. Non, oui, c'est une idée. Le problème, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps pour avoir quelque chose de vraiment fonctionnel. Et il faut qu'on ajoute une partie configuration parce que j'ai fait ça vite. Du coup, j'ai des accès qui sont hard-codés dans le code. Voilà. C'est moyen. Ouais, y a un fossé entre pouvoir s'en servir en interne et le proposer en open source à tout le monde. Mais c'est prévu quand même. C'est dans mes plans. Il faut que j'ai le temps. Ouais. Okay. On ne donnera pas de date. Merci beaucoup. Bonjour. Au niveau des tests, Silus a beaucoup de tests. Quand on customise Silus, moi personnellement, j'ai pas ajouté de tests dans mes custos. Et je voudrais savoir comment vous gérez ça, parce que ça doit casser leurs tests à eux. Parce que vous testez que vos fonctionnalités, vous laissez les tests à Silus. Tout va dépendre du contexte. Là, j'ai eu 3 jours de formation avec les équipes de Silus, donc du coup, ils nous ont un peu expliqué comment eux ils faisaient et on a pratiqué. Ils vont faire beaucoup de PHP spec pour les tests unitaires. Donc, on va partir. Je vais reprendre depuis le début. Ils vont écrire les tests BIAT avec le fonctionnel, donc ça va permettre d'être sûr que le business et la technique se comprennent. Ensuite, à partir de ça, ils vont écrire les tests PHP spec. Donc là, on va vraiment avoir les méthodes, comment elles doivent être implémentées, comment elles doivent fonctionner. Et après, on va faire le dev. Mais forcément, on va pas faire des tests pour tout parce que ça prendrait trop de temps et tout tester, c'est pas forcément très judicieux. Faut faire la part des choses et dire, bah voilà, qu'est-ce que je veux tester? Donc, ok, bah ça je vais faire PHP spec, ça je vais faire PHP unit, et ça, bah je vais pas le tester. Par exemple, on va pas spécialement tester des contrôleurs qui vont juste faire du passage de requêtes. Et quand vos custos cassent leurs tests à eux, du coup, les custos, quand vous faites des custos, ça peut casser les tests built-in de Silus? Alors, oui. Justement, on ne les lance pas. Sur notre Travis, on a tellement galéré à essayer d'avoir tous les tests qui fonctionnent à la fois sur Silus et à la fois. Du coup, on a dit, bon, ce Silus, il marche, la solution elle est testée, donc on les met de côté et on lance que les nôtres. D'accord. Pour simplifier, c'est pour ça que les tests sont assez rapides au final. Et puis les tests sur Silus prennent plusieurs heures. Avec notre workflow, et quand on merge une dizaine de pull requests dans la journée, il faut que ça aille vite. Du coup, à plusieurs heures, c'est pas possible. Puis après, tu vas avoir ta base de données de test aussi. Donc, peu importe le jeu que tu as en dev ou en prod, tu as ta base de données de test avec tes sample data et tout passe nickel. Merci. Bonjour. Est-ce que vous avez adressé les problématiques de montée en charge
dans une cas de mise en production? C'est une bonne question. On aime bien la performance. Du coup, alors je ne comparerai pas Magento 2 cette fois, c'est pas la peine. Mais effectivement, on s'est rendu compte que pas mal de bundles externes qui sont proposés en open source vont augmenter le nombre de requêtes. Et on a trouvé des solutions avec du cache pour améliorer ça. Si devant on ajoutait, pour le moment on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas assez de visites, mais si devant tu ajoutes un varnish et que tu augmentes énormément tes perfs, la montée en charge devrait se faire normalement. Je ne crois pas qu'il y ait de site actuellement sur Silus qui ait beaucoup de charges. C'est encore une solution qui est jeune et il n'y a pas eu de tentative. On pourra donner... Il y a pas mal de visites, ils en avaient parlé pendant un webinaire. Je retrouverai les stats et on en parle plus tard si tu veux. De toute façon, je serai au stand Blackfire à 12h30. On va vous lancer des petits profiling sur Silus et n'hésitez pas à venir à 12h30 au stand Blackfire. Merci. Je te laisse choisir les 2 meilleures questions. Ah oui, c'est vrai, on a les cadeaux. La question sur les dates de support était super. Et la deuxième, je te laisse choisir. Oh, c'est pas cool ça.